Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus sur Télé Djibouti pour ce journal, le sommaire de l'actualité. Le chef de l'État lance les travaux de construction de 1000 logements sociaux à la cité Nassib. Et en Libye, le drame des migrants se poursuit. De nouveaux corps ont été repêchés au large des côtes libyennes. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes en duplex avec Ahmed Hamad qui se trouve sur le site du PK13, le site donc où s'effectuera demain l'inauguration de Djibouti International Free Trade Zone par le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh. Bonsoir Ahmed. Merci Asma, bonsoir, donc bonsoir à tous. Nous nous trouvons donc à présent en direct sur le site qui va accueillir demain la cérémonie d'inauguration officielle de cette zone franche internationale de Djibouti par le président de la République, raison pour laquelle donc nos journaux télévisés de ce soir ont été partiellement délocalisés. Mais avant, poursuivant donc sa lutte contre le mal logement, la fondation IOG Droit au logement donc a poursuivi ses actions, a élargi ses actions avec la pose de la première pierre ce matin d'un nouveau site qui va accueillir 1000 nouveaux logements. Reportage. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de construction de 1000 logements à la cité Nassib. 1000 logements de plus pour les ménages djiboutiens à revenus modestes ou démunis. Ce projet d'envergure est financé par la société chinoise China Merchant Group, géant chinois expert dans la construction des grandes infrastructures. La cérémonie a débuté avec l'arrivée du chef de l'État, qui a été accueilli à son arrivée par le Premier ministre, par le ministre de l'Habitat, la ministre déléguée au logement et par les responsables de la société China Merchant Group, ainsi que par une population venue en masse pour l'accueillir. Notons au passage que la mission première de cette fondation est de faciliter l'accès au logement décent des ménages djiboutiens à faible revenu ou démunis. Ce projet s'inscrit dans la droite ligne des directives données par le chef de l'État afin de répondre aux demandes des djiboutiens et à obtenir des logements en dur. Le chef de l'État s'est engagé personnellement à aider ses concitoyens de modestes conditions à acquérir un logement décent, à leur offrir un domicile fixe ou un toit qui les met à l'abri des préservant ainsi leur dignité et leur offrant l'espoir de s'en sortir dans la vie. Durant cette cérémonie, le chef de l'État a procédé avec ses côtés, les responsables de la société chinoise et les acteurs concernés par ce projet à la pose de la première pierre et a ainsi lancé le chantier de construction de ces 1000 logements. Et à l'issue donc de la cérémonie de ce matin pour le lancement des travaux de construction donc des nouveaux 1000 logements pour les habitants de la cité Nassib, le président de la République nous a accordé une interview et s'est exprimé en ces termes. Dans une interview qu'il nous a accordée à l'occasion de cette cérémonie,
Le chef de l'État a indiqué qu'à la rencontre de ceux qui ont le savoir-faire et ceux qui ont les moyens à donner naissance à cette cité. Car répondre aux besoins les plus nécessiteux est un devoir, est une obligation. C'est un projet humanitaire destiné à aider les ménages les plus démunis. Et c'est dans le but de les aider à lutter contre la pauvreté. Comme vous le voyez, c'est un projet qui a pris corps et qui prend une nouvelle dimension. Et ce projet dont nous posons la première pierre aujourd'hui est la suite logique de ce qui a été déjà réalisé. C'est un projet mené, comme à la coutume, par la Fondation. Dans une interview. Et dans l'actualité également, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a lancé ce matin donc, au Djibouti Palace Kempinski la foire exposition, une exposition donc des produits djiboutiens et chinois. Reportage. Accompagné de plusieurs membres du gouvernement et du président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, que le Premier ministre a inauguré ce matin au Djibouti Place Kempinski la cérémonie d'ouverture de l'exhibition Djibouti Africa Economic Forum International Exhibition. M. Abdelkader Kamel Mohamed a fait le tour de la cinquantaine de stands installés par les sociétés djiboutiennes, chinoises et étrangères qui investiront la nouvelle zone franche de Djibouti International Free Trade Zone. C'est en prélude à l'ouverture officielle de demain par le président de la République de la plus grande zone franche en Afrique avec 48 000 km². Cette exposition commerciale a ouvert ses portes et donné un avant-goût aux visiteurs venus nombreux. Dans une brève interview donnée aux médias djiboutiens et étrangers, le Premier ministre a souligné l'importance que revêt Djibouti aux yeux du monde, de par sa position stratégique importante dans la Corne d'Afrique. D'abord, à proximité des voies maritimes les plus fréquentées du monde, notre pays constitue un corridor incontournable et le premier point de connexion entre l'Asie, l'Afrique et le marché européen. M. Abdelkader Kamel Mohamed a rappelé la vision Djibouti 2035 du président de la République, son Excellence Omar Guelleh, dans lesquelles le gouvernement a identifié plusieurs priorités de développement visant à obtenir le statut de pays à revenus intermédiaires et devenir un important carrefour régional des services commerciaux, logistiques et une destination pour les investissements étrangers. L'inauguration de la zone franche internationale de Djibouti et le forum économique international qui se déroulera du 5 au 7 juillet 2018 à Djibouti s'inscrivent dans ce partenariat stratégique avec la Chine qui permet de conforter notre statut de porte d'entrée du commerce des échanges en Afrique de l'Est pour Pékin et ses partenaires entreprises. C'est accompagné de plusieurs membres du Et à l'issue de cette cérémonie, le Premier ministre Abdelkader Kamel nous a accordé donc une interview. Il s'est réjoui donc notamment du lancement officiel de cette foire exposition. Nous l'écoutons. Déjà, le chef de l'État lui-même avait déclaré que notre pays est un pays qui est ouvert sur le monde et que c'est un pays qui attire les investissements privés à Djibouti, contrairement à ce que les gens disent. Mais aujourd'hui, c'est la concrétisation de cet objectif. Et vous avez vu le nombre d'exposants qui sont ici, des exposants surtout qui viennent pour la plupart de la Chine, mais il y a aussi des Djiboutiens aussi qui exposent leur savoir-faire ici aussi. Et d'ailleurs, demain, c'est l'ouverture donc du Forum économique Africa-China et qui va être donc cette fois-ci le chef de l'État lui-même qui va l'inaugurer. Et donc ça démontre encore une fois de plus que Djibouti est un pays accueillant, est un pays qui est ouvert sur le monde, est un pays qui garantit les investissements privés dans le pays. Merci. Et notre équipe sur place donc a également recueilli pour nous quelques réactions des participants. Pour montrer exactement la réalisation de la vision du président, qui est de faire de Djibouti un hub international. Et dans cette vision, bien sûr, il y avait les ports, il y a les free zones et il y a ce qu'on appelle la ville. Donc c'est une vision PPC, Port, Park, City. Donc la vision du président, maintenant on voit l'illustration qui se fait aujourd'hui et demain d'ailleurs, lors de l'ouverture de la free zone qui va se faire. Donc ici, je pense que dans cette exhibition, les meilleures entreprises djiboutiennes sont représentées et montrent un très bon visage de Djibouti au monde. Merci. C'est une très bonne opportunité pour montrer exactement la réalisation de la vision du président, qui est de faire de Djibouti un hub international.
Et dans les dossiers de l'édition de ce soir, donc nous allons parler de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Quand et comment la première zone franche s'est installée à Djibouti? Comment ce secteur a-t-il évolué dans le temps? Élément de réponse dans ce reportage qui retrace l'histoire de la zone franche en général à Djibouti. La Corne de l'Afrique dispose d'immenses ressources humaines et naturelles. La péninsule de l'Afrique de l'Est regorge de plusieurs richesses naturelles telles que le pétrole, les métaux précieux et les minéraux. L'accroissement du commerce en Afrique et dans le monde a augmenté les opportunités d'investissement à Djibouti. La Corne d'Afrique a toujours été un carrefour d'échanges culturels et commerciaux, notamment entre l'Afrique, l'Asie, la péninsule arabique et l'Europe. Les échanges avec les pays arabes se sont intensifiés au 7e siècle avec l'émergence de l'islam. Et c'est la jeunesse même de la future zone franche djiboutienne au début du 20e siècle. La localisation de Djibouti sur l'une des routes maritimes les plus empruntées au monde positionne le pays comme la porte d'entrée vers l'Éthiopie et d'autres grands marchés régionaux. Avec des infrastructures maritimes, aériennes, ferroviaires et terrestres excellentes, ainsi qu'un cadre réglementaire solide et une monnaie liée au dollar américain, le pays offre une excellente localisation pour tout type d'affaires. Dès l'arrivée de son Excellence Ismaïl Omar Guelleh à la magistrature suprême du pays en 1999, l'agrandissement et l'inauguration de la zone franche de Djibouti en 2004 marqua le commencement d'un nouveau tournant. En tant que centre international logistique pour le marché commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe, le COMESA, le Moyen-Orient et les États-Unis, la zone franche de Djibouti est désormais cruciale pour faciliter le commerce international et soutenir ainsi la croissance économique de Djibouti, mais aussi de toute l'Afrique de l'Est. La zone franche de Djibouti, gérée par l'autorité des ports des zones franches de Djibouti, a été créée afin d'attirer les entreprises manufacturées, les services financiers et d'autres entreprises. Depuis sa construction, la très reconnue zone franche de Djibouti a fait booster le trafic commercial et maritime. Le port et la zone franche sont à l'origine d'un nombre significatif d'emplois. De plus, le gouvernement travaille intensément à renforcer d'autres secteurs importants tels que le tourisme et la finance afin de créer davantage d'emplois et cherche activement des investissements dans ces domaines. Avec la nouvelle zone franche de PK23, c'est chose faite. En effet, donc, il faut noter que 37 pays représentés par 600 sociétés vont s'installer donc dans cette zone franche internationale de Djibouti, la première zone de libre-échange en Afrique. Quel sera donc le rôle de cette zone franche? Reportage. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, va officiellement inaugurer la zone de libre-échange internationale. Cette zone de libre-échange internationale de 3,5 milliards de dollars s'étend sur 4800 hectares. La zone franche internationale va desservir l'industrie de la logistique, y compris les transports, l'entreposage sous douane, la distribution, l'industrie commerciale qui comprend les transactions de marchandises en vrac, l'exposition de marchandises, la vente au détail de marchandises hors taxes, traitement et fabrication, y compris la production d'emballage qui sera d'Amerjok, le traitement léger des matériaux et la transformation des aliments. Cette zone franche soutient également les entreprises, notamment les services financiers, les services d'information, l'hébergement, les bureaux et les centres de formation. Djibouti, situé à la jonction des trois rives de l'Afrique de l'Est, du golfe d'Aden et des rives de la mer Rouge, jouera un rôle de jonction crucial pour l'importation et l'exportation, représentant une connexion et une passerelle majeure à l'échelle internationale. Cette nouvelle zone franche internationale sera l'une des plus grandes zones de libre-échange en Afrique. Elle permettra aux investisseurs étrangers de bénéficier d'un statut spécial devant allécher les entreprises du monde entier. Raison pour laquelle, étant mené à s'étendre, les prochaines phases accueilleront d'autres industries telles que l'industrie d'assemblage pour automobiles ou les industries électriques domestiques. Derrière l'inauguration de cette zone franche internationale qui se fera demain, c'est bien une mutation profonde de l'économie du pays qui se dessine en toile de fond. Le président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, va officiellement inaugurer la zone de libre-échange internationale. Cette zone de libre-échange internationale de 3,5 milliards de dollars s'étend
sur 4800 hectares. La zone franche internationale va desservir l'industrie de la logistique, y compris les transports, l'entreposage sous douane, la distribution, l'industrie commerciale qui comprend les transactions de marchandises en vrac, l'exposition de marchandises, la vente au détail de marchandises hors taxes, traitement et fabrication, y compris la production d'emballage qui sera d'Amerjok, le traitement léger des matériaux et la transformation des aliments. Cette zone franche soutient également les entreprises, notamment les services financiers, les services d'information, l'hébergement, les bureaux et les centres de formation. Djibouti, situé à la jonction des trois rives de l'Afrique de l'Est, du golfe d'Aden et des rives de la mer Rouge, jouera un rôle de jonction crucial pour l'importation et l'exportation, représentant une connexion et une passerelle majeure à l'échelle internationale. Cette nouvelle zone franche internationale sera l'une des plus grandes zones de libre-échange en Afrique. Elle permettra aux investisseurs étrangers de bénéficier d'un statut spécial devant allécher les entreprises du monde entier. Raison pour laquelle est menée à s'étendre. Les prochaines phases accueilleront d'autres industries d'assemblage pour automobiles ou les industries électriques domestiques. Des bâtiments donc qui sera... Je me trouve donc actuellement dans l'un des bâtiments donc, qui sera inauguré par le président de la République demain donc lors d'une très grande cérémonie officielle donc qui va inaugurer cette nouvelle zone franche internationale de Djibouti. Et pour nous en parler plus en détail donc avec nous l'ancien donc directeur des opérations des autorités des ports et des zones franches et actuellement directeur général adjoint de cette nouvelle zone franche internationale de Djibouti, Monsieur Mahmoud Hussein Dirié. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant tout, j'aimerais que vous nous décriviez ce site, également pour que la population djiboutienne, quel est ce site et quel sera son rôle donc, dans l'économie du pays. Donc, nous avons derrière nous une maquette qui explique en gros donc, de comment sera composé et disposer donc ce site pour les futurs emplois également qu'il va créer. À vous donc, décrivez-nous ce site. Effectivement, demain nous allons procéder à l'inauguration. Le président de la République en personne va inaugurer la zone franche internationale de Djibouti, tant entendu. Et ça coïncide justement une année après l'inauguration de Doralé Multipurpose Port, ou le port polyvalent de Doralé, avec une capacité, comme vous le connaissez, de 630 hectares. Donc, si on parle aujourd'hui maintenant du projet en lui-même de la zone franche internationale de Djibouti, c'est un grand projet qui va durer sur 10 ans et qui sera réalisé sur plusieurs phases. Donc, la phase 1, c'est un projet, si je parle de la superficie totale de l'ensemble des projets, c'est un projet qui s'étend sur 4800 km². 4800 hectares. Oui. 48 km². Oui. Sur les 4800 hectares, la première phase est de l'ordre de 600 hectares. Et la phase pilote, que le président de la République va procéder à l'inauguration demain matin, elle représente 240 hectares, que vous voyez ici la maquette. Elle sera composée de terre-plein, de hangars. Le concept des zones franches à Djibouti n'est pas nouveau, comme vous le savez. La première zone franche à Djibouti a vu le jour en 1954, ce qu'on appelait la zone franche portière, qui se trouve derrière l'établissement Koubèche, suivi de la zone franche qui se trouve à la route de Venise. Les deux zones franches existantes font une superficie de 53 hectares. Rien que la phase pilote de 240 hectares ne représente que 40% de la première phase de cette zone franche que le président de la République va inaugurer demain matin. Donc cette première tranche qui va être inaugurée sera d'ores et déjà opérationnelle. Opérationnelle. D'accord. Alors, quelles seront les répercussions de cette zone franche sur l'économie djiboutienne, de la population djiboutienne en général? Avant de répondre à cette question, j'aimerais bien revenir sur les spécificités de la spécification de cette zone franche. À la différence des zones franches existantes, c'est
à la différence des zones franches existantes, c'est que nous allons avoir, et dans cette zone franche qui sera inaugurée demain matin, elle sera composée de 3 activités. 3 catégories d'activités. C'est le commerce, la logistique, que nous avons déjà dans les zones franches existantes, mais en plus, on aura la partie industrie, ou bien ce qu'on appelle les transformations légères des produits finaux qui seront produits à partir de ces zones franches à Djibouti, et qui va prendre le nom de Made in Djibouti. D'accord. Et l'impact de cette zone, donc? L'impact de cette zone, les zones franches existantes déjà, les gens n'arrivent pas à mesurer, mais a énormément d'impacts sociaux indirects. À la différence de ces zones franches existantes, la partie industrielle va créer beaucoup plus d'emplois dans ces zones franches. Et déjà, 40% de 240 hectares, nous avons déjà vendu. Et nous attendons d'ici la fin de l'année à plus de 100 compagnies qui seront installées dans ces zones franches. Donc au total, en finale, donc, nous attendons 37 pays, donc 600 sociétés donc, de ces 37 pays qui vont s'installer finalement dans cette nouvelle zone internationale de Djibouti, ce qui est donc une première en Afrique même, et cela permettra à Djibouti donc d'occuper une place très très importante sur la scène économique régionale, continentale, mais également internationale. Oui, absolument, absolument, c'est une zone franche internationale. Nous avons beaucoup de clients déjà, de Chine, d'Éthiopie, Djibouti également, Somalie. Nous avons, donc nous sommes confiants pour l'avenir de ces projets. Parce que, connaissant les zones franches existantes, déjà ils étaient saturés depuis 3 ans. Donc merci à vous, monsieur le directeur adjoint donc, de la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, monsieur Mohamed Hussein Dirié. Merci également à vous de nous avoir suivis. Donc c'est ici que s'achève donc ce journal télévisé qui a été partiellement, je le rappelle, délocalisé pour cette édition spéciale ce soir. À vous, le studio. Merci Ahmed pour ces précisions depuis le site du PK13, donc site qui va abriter l'inauguration demain par le président de la République Ismaël Omar Guelleh de Djibouti International Free Trade Zone, que vous suivrez demain en direct de nos antennes et dans toutes les langues, qui sera suivi du forum Chine-Afrique au Palais du Peuple. Et les hôtes qui participeront demain à cette cérémonie d'inauguration sont déjà arrivés à Djibouti. Il s'agit du président soudanais, Omar Hassan al-Bashir, et du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Le président du Soudan, Omar Hassan al-Bashir, est arrivé à Djibouti pour participer au lancement du forum Chine-Afrique qui a pour thème une coopération durable sur la transformation structurelle économique pour l'agenda 2030 et qui aura lieu donc demain au Palais du Peuple. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a accueilli le président soudanais Omar Hassan al-Bashir. Il était présent à l'aéroport. Le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Youssouf, chef de la diplomatie, le ministre de l'équipement et des transports Radel Moussa Helam, l'ambassadeur de Djibouti au Soudan, le secrétaire général de la présidence. Principal de la conférence est de promouvoir les opportunités de coopération économique et de coopération entre l'Afrique et la Chine. Le forum sera le premier système institutionnel entre la Chine et l'Afrique en utilisant le commerce comme point de rupture pour promouvoir l'industrialisation et l'investissement durable. Cette année, le forum donc se concentrera sur l'infrastructure récemment développée à Djibouti, résultat du partenariat public-privé entre la Chine et Djibouti.
Sans transition, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, est arrivé ce soir à Djibouti pour participer également au lancement du forum économique Chine-Afrique. Eh bien, il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, porte-parole du gouvernement, chef de la diplomatie djiboutienne. Il est également présent l'ambassadeur du Djibouti en Éthiopie, Mohamed Idriss Falah. On comprend des participants, de représentants du gouvernement de la Chine et d'Afrique, représentants d'organisations internationales, groupes de réflexion sur le développement international, associations, secteur privé, institutions financières. Celui-ci se penchera sur plusieurs points et présentera des sessions de discussion comme celui de la conférence de Davos. Donc tout ce forum qui aura lieu demain au Palais du Peuple. Également dans l'actualité, le premier bateau de transport a accosté aujourd'hui au port de Tadjoura. Signe que les activités du nouveau port Tadjoura a bel et bien démarré. De nombreux officiels ont été présents lors de l'arrivée du premier bateau au port de Tadjoura par voie en provenance de l'Éthiopie. À terme, le port de Tadjoura va désengorger les ports de Djibouti et une partie des marchandises à destination de l'Éthiopie va transiter par ce port. Le secrétaire général du ministère des Transports, Cyril Nouh, le président du conseil régional de Tadjoura, le directeur du port de Tadjoura et de nombreux Tadjouriens étaient présents lors de l'arrivée de ce premier bateau dans la ville blanche. Écoutons justement la réaction du directeur du port de Tadjoura. Destination du port à destination de l'Éthiopie. Et les premiers navires qui viennent d'accoster au port de Tadjoura. Non seulement le port de Tadjoura était destiné à l'exportation de potasse à destination du monde, mais elle sera aussi une plateforme de transbordement à toutes les marchandises transitant à destination et vers le pays de toute la région de l'Afrique de l'Est. Nous tenons à remercier aujourd'hui le président de la République pour sa vision, ainsi que le président de l'autorité portière pour son appui inestimable à notre côté. Dans le reste de l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Mohamed, a reçu ce matin une délégation de la Banque of Africa, la BOA, l'une des principales banques de la place. Cette délégation a été conduite par son nouveau directeur général, Farid Bouji. Les hôtes du jour étaient au nombre de 3, outre le directeur général. Celui-ci était accompagné de Mme Tarbiba Askar, directrice des agences Elite, et de M. Ibrahim Mohamed Hassan, trésorier adjoint. Rappelons que cette visite intervient dans le cadre de la révision de la convention de partenariat existant entre l'institution parlementaire et la BOA. En effet, en vue de valoriser les élus et les cadres du Parlement, il a été décidé de revoir plusieurs volets de la dite convention. Il s'agit entre autres de faciliter les conditions d'accès aux prêts à l'endroit des représentants du peuple ou encore des cadres de l'administration. Dans la même lancée, les deux parties ont également convenu d'assouplir le taux d'intérêt qui est de diversifier les offres de services. À l'issue de l'entrevue, Mohamed Ali Mohamed et ses hôtes ont procédé à un échange de cadeaux. Ils ont effectué par la suite une visite guidée dans les locaux de l'Assemblée nationale. Tout à fait autre chose. Le ministre auprès de la présidence chargé des investissements, M. Ali Gheli Aboubakar, a reçu ce matin des investissements Mohamed Ahmed. Cette réunion a vu la participation du ministre de l'Agriculture, M. Ahmed Amoumen, de représentants présidence et des investissements Abdi El Meashkir, du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements Mahdi Darar. Les deux ministres ont relevé l'excellence des relations de fraternité commerciale et économique entre les deux parties. Ils ont également discuté des voies et moyens de renforcer davantage, notamment par la consolidation du volume des échanges commerciaux et des investissements. La délégation somalilandaise a ensuite effectué une visite guidée du guichet unique pour la création et le développement des entreprises. Les autorités somalilandaises ont apprécié l'efficience des services rendus au guichet unique qui contribue au développement des affaires et des investissements à moindre coût et avec célérité.
Et pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes et agissant sur des renseignements recoupés, les gendarmes de la brigade de Dikil ont suivi leur permettant de démanteler un entrepôt appartenant à un commerçant dans lequel se trouve une importante cargaison de cigarettes provenant de la contrebande. Au cours des investigations menées avec professionnalisme, les gendarmes de la brigade de Dikil ont, dans un premier temps, localisé l'entrepôt correspondant au signalement donné. Ainsi, le 3 juillet, donc hier à 10 h, les gendarmes de la brigade de cette unité ont lancé une opération. Une acquisition a été effectuée dans l'entrepôt situé au quartier dit Parc à Bétail. Cet acte a permis la découverte de 26 cartons de cigarettes de contrebande de marque Benson, ainsi que 39 jerrycans de 25 litres. Les gendarmes ont également interpellé et placé en garde à vue les 2 personnes impliquées dans cette affaire de contrebande. Ils seront traduits devant la justice pour répondre de leurs actes. Par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Et là, nous passons aux nouvelles internationales avec Samat El-Saïd. Bonsoir. Bonsoir Asma, bonsoir à vous. En Syrie, pour commencer, les négociations sont cruciales entre les rebelles du Sud et les Russes. Effectivement, Asma, les rebelles dans le sud syrien ciblent une offensive du régime tiennent hier une réunion cruciale avec les négociateurs russes déterminés à imposer le retour du pouvoir dans la région. En échange d'un arrêt des hostilités, ont indiqué 2 sources de l'opposition. L'opération militaire lancée le 19 juin par le régime dans la province de Derla lui a permis de progresser considérablement dans cette région, à coups de bombardements meurtriers ou d'accords de réconciliation parrainés par Moscou, qui s'apprête davantage à une capitulation des insurgés. Et c'était dans les titres, le drame des migrants se poursuit. De nouveaux corps ont été repêchés au large des côtes libyennes. Effectivement, Asma, un nouveau drame de l'immigration au large de la Libye. Au moins 7 migrants, dont 2 enfants, sont morts. 123 autres ont été secourus hier après le naufrage de leur embarcation. Les rescapés ont été conduits au port de Tripoli et devraient être transférés dans un centre de détention de la capitale libyenne. 24 heures plus tôt, c'est plus de 63 personnes qui ont été portées disparues à 50 km au large. En 5 jours, ce sont près de 180 personnes qui sont mortes ou disparues en Méditerranée, portant au total 1000 le nombre d'exils ou morts depuis le début de 2018. Merci Samat El-Saïd pour ces précisions. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Très bonne soirée à toutes et à tous.